Donc, tu as l'information. Il est 33. Il est 33. Si vous voulez bien, on va... Si vous voulez bien, on va ouvrir la séance. Donc, dans l'ordre tournant de la table du conseil, je vous propose Sylvain Benayoun comme secrétaire, si vous en êtes d'accord. Je vous remercie. Alors, Marie-Pascale Ferré, pardon. Olivier Dupont. Présent. Valérie Gaucher. Alors, Daniel Dez va être légèrement en retard. Laurence Bernard. Georges Abou. Présent. Jacques Renaud. Marguerite Sarlat. Roger Hadot. Présent. Gérard Allard. Présent. Michel Fauche, pouvoir à Sabine Jamais. Dominique Nocturne. Sylvain Benayoun, donc secrétaire. Bruno Lopez. Présent. Sylvie Bocobza. Alors, Sarah Béa, il y a un conseil de classe, c'est la petite qui risquait d'être en retard, manifestement, elle va l'être. Isabelle Poulain, présente. Karine Gauthier-Jeannot. Présente. Pierre-Étienne Briette. Présent. Sabine Jamais. Présent. Alors, Fabien Bignolet, pouvoir à William Rouillet. Hugues Brissot. Présent. Pierre Fucci. Présent. Laurence Ausseuil. Présent. Alors, Aude Misnard, pouvoir à Laurent Daboval. Marie-Catherine Chaleuil, pouvoir à Pierre Fucci. Patrice Lefebvre, pouvoir à Laurence Ausseuil. Et Laurent Daboval. Je fais passer pour signature. Bien. Ordre du jour du conseil municipal, point 1, approbation du procès-verbal du jeudi 29 janvier 2015 que vous avez reçu. C'est un procès-verbal avec installation de nouveaux conseillers, convention de partenariat de prestations avec infirmières médecins. C'était un conseil dont vous allez tous le voir. Vous avez lu le compte rendu. Y a-t-il des remarques particulières sur ce compte rendu? Il y a une petite modification en fait à la page 7, ligne 15. En fait, le mot que j'ai prononcé, c'est derrière et pas barrière. Page 7, ligne 15. Ligne 15. Alors, structure métallique avec une barrière. Oui, en fait, c'est derrière. Derrière une barrière. Non, une verrière. Verrière, pardon. Donc on supprime barrière par verrière. Avec une verre. Pierre Fuchs. À la page 10. Page 10. Vous avez marqué M. Pierre Fuchs demande un emplacement réservé soit matérialisé. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est où, Pierre, dans la page? La page 10, c'est l'intervention pour M. Guérin, pour les médecins. Oui. On était d'accord ensemble, oui, on devrait faire quelque chose. Et là, j'avais précisé qu'on aurait dû éviter de mettre une bande jaune devant chez Guérin, en face de chez Guérin. Et vous m'avez dit oui, d'accord, mais là, vous avez marqué que Pierre Fuchs a demandé à ce qu'on mette une bande jaune. C'est ça du tout. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. C'est pas grave, il y a juste à inverser, c'est tout. Oui, mais ça change le sens quand même. Non, mais moi, c'est ce que j'avais souhaité. Hein. Qu'un emplacement réservé soit matérialisé à la place de la bande jaune. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ok. Y a-t-il d'autres remarques? En fait, à la page 7, après l'intervention de M. Fauche, j'avais fait remarquer que les dégradations ne seraient pas que de l'ordre des tags. En fait, elle n'apparaît pas, mais j'avais fait intervention pour dire que les dégradations ne seraient pas forcément que de l'ordre des tags.
Oui. En fait, elle n'apparaît pas. Alors c'était après l'intervention de M. Fouche à la ligne 28. Que de l'ordre légal. Redonnez la phrase que vous... La phrase que j'avais prononcée... Oui. Non, mais l'esprit... L'esprit, c'est en fait que les dégradations n'étaient pas forcément que de l'ordre des tags. Que les dégradations ne sont pas forcément de nature de taille, de l'ordre de taille. Bien, ces modifications, il n'y a pas d'autres modifications. Donc, si vous voulez bien, je vais vous demander de voter. Qui approuve? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, décision 2, numéro 2 du 3 février, signature d'un contrat d'entretien pour les locaux du restaurant scolaire avec la société Nayad pour 13 947,60 € pour la période de l'année 2015 du 1er janvier au 31 décembre. C'est une prestation qui est réalisée déjà depuis un certain nombre d'années et c'est une reconduction. Décision 3-2015 du 3 février, signature d'un marché complémentaire avec la société SIF Réhabilitation, lot 1 démolition, terrassement, réseau, enterré, gros œuvre, revêtement, collé, concernant l'aménagement d'une maison de service à la population pour un montant de 39 274,40 €. Cet avenant concerne l'aménagement de nouvelles surfaces à l'occasion de travaux engagés. Des locaux vacants ont été repérés dans le bâtiment lors des démolitions. Pour être précis, vous voyez tous la maison 74 rue de Paris, dans sa continuation pour aller au bout du jardin. Il y avait un bâti avec une partie garage au-dessous, et c'est un aménagement complémentaire sur le premier niveau. On a voulu profiter de la période de travaux pour le régler. Alors, on n'ira pas au bout, mais on a fait un minimum de travaux pour profiter des moyens qui sont sur place. La décision 4 est dans le même esprit, avec la société Sossois, l'eau, habillage, pierre, conduit, ravalement. Ça, c'est pour la partie extérieure, traitement à la chaux, concernant l'aménagement de la maison de service à la population, pour 3 616 €. Cet avenant concerne le même objet que la décision 3. Décision 5, signature d'une mission relative à l'étude préalable d'établissement d'un schéma directeur de conservation. Il s'agit là de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul pour un montant de 50 160 € TTC avec l'architecte en chef des monuments historiques, M. Pierre-André Lablaude. Donc c'est la première étape de la réflexion autour de la restauration de l'église. Voilà, pour ce qui est des décisions. Bonsoir Sarah. Donc le point 1 de l'ordre du jour, c'est le débat d'orientation budgétaire. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un débat entre élus avant l'arrêté des budgets qui a pour objet de déterminer les principales orientations de la construction budgétaire 2015. Je vais demander à Olivier d'ouvrir le bal, si on peut le dire comme ça. Il va vous parler du fonctionnement, puis je reprendrai à un moment donné si je dirais. Et puis comme c'est un principe, et si vous voulez intervenir, faites signe, qu'il y a un peu d'organisation, faites signe que vous souhaitez intervenir. C'était la question d'abord, je vous les fonctionnements et en débat ou non? Par chapitre ou... Moi je pense qu'on peut se manifester s'il y a une intervention, une question posée, c'est plus simple. Comme ça me semble-t-il. L'article L2312 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de plus de 3500 habitants, un débat a lieu en conseil municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. La tenue du débat ne constitue qu'un stade préliminaire à la procédure budgétaire et les orientations budgétaires présentées sont les souhaits définis lors des différentes réunions de préparation du budget.
Le budget primitif 2015 est en cours d'élaboration. Plusieurs réunions de travail se sont tenues d'ores et déjà en janvier afin d'étudier les demandes budgétaires pour le fonctionnement des services. Une commission des finances s'est réunie le 12 février, au cours de laquelle il a été présenté la liste des travaux susceptibles d'être retenus dans le cadre du budget 2015 en fonction des orientations retenues et de l'équilibre budgétaire. La commission des finances se réunira à nouveau le 26 mars prochain. Le vote du budget 2015 interviendra lors du conseil municipal du 9 avril 2015. Il sera proposé de reprendre au budget 2015 les résultats cumulés au 31 décembre 2014 en fonction des délais de transmission du compte de gestion 2014 établis par le comptable public. Le budget 2015 devra prendre en considération les mesures gouvernementales, notamment en ce qui concerne la baisse des concours financiers aux collectivités amorcée en 2014 et se poursuivant sur la période de 2015-2017. La dotation globale de fonctionnement supportera quasi intégralement cette mesure. Par conséquent, au niveau des recettes, l'estimation de l'évolution a été plus que prudente en raison de ces incertitudes. C'est le point fort du travail budgétaire. Hein. Vous écoutez la radio, vous entendez ce qui se passe. Il est clair que cette année 2015 va être une première année où on va avoir un déficit important dans les aides de fonctionnement que l'on percevait jusqu'alors. Chapitre 11, charges à caractère général. Les dépenses de ce chapitre ont été estimées en fonction des besoins des services et en tenant compte des actions envisagées par les différentes commissions créées au sein du conseil municipal. Il sera proposé de reconduire les dépenses courantes de fonctionnement, telles que les assurances, les combustibles, l'eau, l'électricité, les fournitures d'entretien, estimées en fonction des dépenses réalisées au cours de l'exercice 2014. De manière générale, la revalorisation des coûts des dépenses courantes est liée aux augmentations des fournisseurs, fluides, affranchissement, des contrats de maintenance, des contrats d'assurance, des prestations, selon les dispositions prévues au contrat, a été intégrée dans la construction budgétaire. Services bâtiments. Fourniture pour travaux en régie. On en énumère tout ce qui a été déjà discuté avec les services. Fourniture pour travaux en régie, mise en conformité de l'électricité, cuisine et sanitaire de la salle Saint-Louis, remplacement des éclairages et reprise peinture des plafonds pour la salle de l'animation senior, mise aux normes pour l'accessibilité de la salle La Cantinoise par l'entrée en façade du bâtiment, remise en état des façades du tir à l'arc, réalisation de faux plafonds à l'école élémentaire, classe 4, 5, 0, clôture du site de l'action jeunesse de Vierne. Il est précisé que dans le cadre des travaux... On a souhaité matérialiser, parce que c'est sur un espace ouvert à tous les jeunes, matérialiser l'emprise collagieuse. Il est précisé que dans le cadre des travaux en régie, le coût des fournitures est dans un premier temps comptabilisé en section de fonctionnement, puis ce coût ajouté du coût de la main-d'œuvre est transféré en investissement par le biais d'une écriture d'ordre. Les autres dépenses à prévoir pour ce service sont remise en état des bureaux du service communication et ressources humaines, la dernière phase de remplacement des bâches du marché, travaux à l'école maternelle sur le réseau électrique et le réseau informatique. Alors, Olivier, les bâches du marché, on les a fait en combien d'années? 3 années, c'est la dernière année. Ça, c'est pour les bâches. Et le point d'avant, j'ai plus en tête. Les bâches. Oui, les bureaux des services. On a progressé dans la remise en état des bureaux, hein, mais il restait encore quelques bureaux, donc on refait une petite part des bureaux pour arriver un jour. Pour ceux qui connaissent le bureau de la communication, c'est pas du luxe. C'est vraiment pas du luxe. Excusez-moi, mais la mise en conformité électrique, ça concerne quoi? Pardon? La mise en conformité électrique des cuisines. Tous les ans, on met, c'est des travaux de mise en conformité parce qu'on on doit parfaire le système. Je n'ai pas la réponse technique précise. Tous les ans, on contribue à améliorer. C'est des travaux. C'est les règles. Les règles. Les normes évoluent. Probablement une évolution des règles, mais pour pouvoir vous répondre de façon précise, mais tous les ans, on améliore les choses. Les règles changent beaucoup.
C'est les cuisines qui sont... En face, à l'entrée, on peut Oui, c'est la petite cuisine. La cuisine. Elle ne doit pas être en conformité. Elle doit être... Mais en fait, oui, en fait, c'est pas plutôt la mise en version cuisine de cette petite pièce? En fait, c'est la mettre... on nomme la cuisine, mais c'est toute la partie entrée, sanitaire, cuisine, que l'on doit remettre en conformité. Voilà. C'est tout le bloc de départ. On a fait la grande salle, maintenant il faut qu'on fasse l'entrée puis tout le reste. Alors, à ne pas le confondre avec le budget qui sera en investissement, lui, sur la mise en conformité PNR. Hein. C'est des choses différentes. On est vraiment en fonctionnement sur des petites mises en conformité régulières. J'ai une petite question par rapport au passage du tir à l'arc, c'est le nouveau tir à l'arc qui est à grande étape. Non, non. Non, c'est pour retirer les tags sur le mur. Ouais, mais sur le nouveau. Sur l'ancien. Sur l'ancien. Derrière la salle. La salle. D'autres questions? Et tu as été voir les problèmes au niveau des fuites Non, j'ai rendez-vous là avec. C'est pour ça que je pensais que c'était sur l'actualité là. Je voulais savoir si vous aviez prévu éventuellement la remise en état des boiseries élémentaires. Les boiseries alimentaires, non. Qu'est-ce que vous appelez les boiseries? Le bois. En extérieur, tout ce qui est oui, poteau, voilà. c'est pas sur le budget. À l'école élémentaire, il y a beaucoup dans le bâtiment Sur le principal. bâtiment C, Il y a des poteaux en bois. Oui. C'est ça dont vous parlez, Oui. j'imagine. Oui, bah facile. on a prévu l'année prochaine, parce que cette année on progresse, mais bon, on a prévu d'attaquer le bâtiment C l'année prochaine et on démarrera par les fenêtres. Et donc on ne va pas faire des peintures avant d'attaquer les fenêtres. On va d'abord changer les fenêtres, ensuite on fera les faux plafonds et ensuite on fera les peintures. Il y a prévu une création de sanitaire. Pardon? Y aura-t-il aussi une création de sanitaire dedans? Bon, pour l'instant il en est pas. On peut pas dire, mais peut-être. là je ne peux pas m'avancer. Bah, les sanitaires, ils sont juste à l'angle du bâtiment B, par contre. Hein. Oui, le souci, c'est qu'ils sont pas en nombre suffisant par rapport au nombre d'enfants dans leur école. La norme, c'est 1 pour 10. Ça, on peut le noter ici. Oui, on note. C'est bon? Multi-accueil. Suite au départ de l'agent assurant les fonctions d'infirmière au sein de l'établissement, le multi-accueil se doit néanmoins de respecter la réglementation liée aux structures d'accueil petite enfance, conformément au Code de la santé publique, plus particulièrement aux articles R 2324-39 et R 2324-40. Un établissement d'accueil des enfants de moins de 6 ans doit soit s'adjoindre le concours d'une infirmière diplômée d'État et avoir un médecin référent. Lors du conseil municipal du 29 janvier 2015, la commune a d'ores et déjà validé les conventions de prestation avec une infirmière et un médecin. Le coût des vacations respectives sera repris au budget 2015. De plus, il sera pris en compte l'intervention d'un médecin psychomotricien prévu dans le projet éducatif de 2015 de la structure. Entretien, voies et réseaux. Voirie. Le coût de remise en état de certaines rues, notamment le bouchage des lits de poules, sera prévu afin de réaliser les travaux nécessaires sur les voiries recensées depuis 2013. Le coût lié au renouvellement du contrat d'entretien et de curage du réseau et des ouvrages de collecte d'eau pluviale sera prévu. Le programme d'intervention de curage des réseaux a été établi jusqu'en 2017. Il est précisé que des crédits ont été prévus également pour les prestations d'inspection télévisée des réseaux en cas de besoin. Un compte-rendu est réalisé chaque année par le SDIS, les services Départemental. sur l'état des bornes et bouches à incendie installées sur la commune. Il sera prévu un coût d'entretien pour la remise en état des équipements. Une enveloppe budgétaire est prévue concernant la signalisation routière horizontale. La peinture routière, faite habituellement chaque année par les agents communaux, pourrait être confiée à une entreprise pour permettre la réalisation des marquages au sol sur la totalité du périmètre communal avec une technique spécifique plus appropriée à une meilleure tenue dans le temps. Quand nos équipes le réalisent, c'est bien fait, mais ça dure un an parce qu'on n'a pas les moyens techniques pour faire quelque chose de plus qualitatif qui dure plus longtemps. Faire appel à notre extérieur, ça a un coût un peu supérieur, mais on est là pour combien? 5 années. C'est un vrai métier, mais ça tient. Donc l'idée, c'est de cesser de faire ça nous-mêmes, en fait, et de le faire à un rythme qui sera beaucoup moins soutenu, avec une durabilité beaucoup plus longue.
c'est ce qui se fait maintenant dans beaucoup de communes, donc on envisage cette solution également. Un inventaire des supports et panneaux de signalisation ainsi que des potelets a été établi dans le but de programmer leur remplacement sur l'année à venir. Une provision a été prévue à cet effet au regard du montant réalisé en 2014. Les autres dépenses prévues sur les voiries sont le remplacement d'un joint de dilatation sur le site Le Clos de la Garenne, la remise en état de la barrière levante pour sécuriser l'accès à l'école élémentaire. Un passage supplémentaire est prévu pour le fauchage d'accotement des routes. Voilà pour les voiries. Excusez-moi, mais en ce qui concerne le remplacement des panneaux de signalisation, est-ce qu'il est prévu de les remplacer par ces petits panneaux un peu blancs là, qu'on voit un peu partout? Quel type de... En fait, là, actuellement, on a des panneaux en émail ou bien en métal, avec une fiche peinte, et puis, comme à la rue Noire, il y a les panneaux en espèce d'aggloméré, enfin, je ne sais pas ce que c'est comme matière, compressée, là. C'est de la résine. Pardon? C'est de la résine. Je ne sais pas, je ne connais pas la matière. Et le souci, c'est que les panneaux dans la durée ne tiennent pas. Bah, vous en avez un juste à côté, là, sur l'école maternelle, qui désigne la rue Noire, et si vous allez regarder, on peut à peine lire le... C'est le nom de la rue? C'est les panneaux de rue ou les panneaux de rue? C'est Oui, pas ça. Nous, on pensait signalisation routière. Non, mais on pense Ah, à ok. ça. Donc, rien à voir avec les panneaux de rue. Non, mais c'est vrai qu'ils sont... Non, c'est la signalisation routière. D'accord. Donc, sur les signalisations verticales routières, il y en a certains qui sont plus longs, là aussi, il faut penser à les remplacer. Et puis il y a les dégradations. Dégradations qui Pliés, les s'appellent potelets pliés. homogénéité. Éclairage public. Un passage supplémentaire est prévu pour le prochain d'accotement des équipes. On est un peu juste en Comment Cette année, on était un peu court pour faucher. Oui, mais alors justement, la démarche actuellement, c'est de limiter les Oui. passages de fauchage. Exact. En fait, notamment sur les routes départementales, Ouais. on passait 2 fois, voire 3 fois par an. Et en fait, on s'est aperçu que pour les espèces, Exact. la biodiversité, il est préférable, c'est pas pour une question d'économie, il est préférable de laisser les bas-côtés en herbe. Alors, il faut faucher sur une petite largeur, mais il faut laisser les herbes pousser sur le reste de la... Mais si tu veux, il y a dans les environnements routiers où effectivement tu peux laisser de l'herbe monter, ça ne gêne pas. Mais lorsqu'il y a cohabitation, urbanisation forte, c'est dans ce je ne cadre-là. pense pas qu'on a des prairies quand même le long des trottoirs urbanisés. Ah, il y a des endroits où on a été un peu, on nous a fait remarquer quand même que ça avait monté. Oui, mais les gens ne comprennent pas. oui. Les gens ne comprennent pas. Dans les routes départementales, les gens ils ont l'impression qu'en fait on ne passe pas parce qu'on ne veut pas passer et qu'on va faire des économies. C'est pas vrai, c'est pas ça l'objectif. Parce qu'il y a toute une somme d'insectes et de trucs qui se développent dans les bas-côtés des routes, dans les bas-côtés herbeux et en fleurs, etc. Et si on coupe, ça nuit à la biodiversité. Donc, c'est une discussion qu'on peut avoir pour la construction du budget, mais il va falloir l'exécuter. Et pourquoi pas communiquer tout simplement, expliquer aux gens pourquoi on ne peut pas... Oui. Ah, mais je crois qu'on communique, mais le problème c'est que le message est un peu difficile à faire passer. Je pense que dans les années à venir, on va l'amener à faire ça. C'est facile parce que les gens comprendront mieux. Parce qu'il va falloir faire zéro phyto. Ouais. Alors là, ça va être... Ça veut dire que pour traiter les OGP, c'est pas compliqué. En même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de diversité dans les bas-côtés, un mètre de la route? Ah oui. Oui. C'est comme dans la pharmacie. Non, mais il a raison. Je ne vais pas faire une intervention de biodiversité, etc. Mais dans les bas-côtés des routes, il y a énormément, disons, de vie qui se décline de la vie animale, des insectes, etc., mais aussi des espèces de végétaux qu'il faut laisser se développer. Ici, on fait un passage. Dans ce cas-là, c'est pas forcément une question de passage, il faut que ton passage il soit moins large. Moins large, oui, peut-être. Non, oui. Alors, il faut effectivement faire attention à la sécurité, parce qu'il ne faut pas non plus que la végétation elle se développe et qu'elle perturbe la vie. Il faut un juste équilibre entre les deux. Voilà. Mais je suis parfaitement d'accord. Simplement, on nous a fait remarquer, c'est plus cet été que les autres étés, qu'il y a des endroits dans Viarme
plus sur les hauteurs où les gens avaient le sentiment, peut-être même rue du chemin de Champlâtreux, mais bon, il y a peut-être effectivement, comme il dit, faut trouver un message à faire passer. la communication. Communication, puis un équilibre sur ton couchage. Voir dans le cadre de la commission de l'environnement des messages à faire passer comme ça, de cette nature-là. C'est important. Il est tout à fait en accord avec moi. Tout ça, c'est prévu. On va parler de notre. Ok, ça va dans le sens de l'économie. J'avais une question à propos toujours de la signalétique. En fait, est-ce qu'il serait possible de prévoir une signalétique qui indique clairement aux entrées de Viarmes où se trouve la zone de l'ordre? Je dis ça parce que éviter que les camions traversent. Voilà. Mais les camions en fait se retrouvent régulièrement à cause de leur GPS, je connais le problème, à descendre la rue de la Gare. Et le souci, c'est qu'on se retrouve dans des situations un petit peu ubuesques, c'est qu'entre le livreur de fioul qui se trouve dans la rue de la Gare et celui qui vient livrer et qui se retrouve une année dans la rue de la Gare, c'est un peu problématique. Il y a la rue de la Gare et la rue des Réservoirs qui sont très très fréquentées par des camions. Alors en fait, le problème, c'est que si on signale l'orme au nord de Viarmes, à Carrefour Market, ou au sud de Viarmes, le camion qui arrive, qui ne connaît pas, il va avoir direction de l'orme, il va penser qu'il arrive vite. En fait, il faut qu'il fasse quand même presque 3 km pour faire tout le tour. Et bien souvent, ils avancent, ils ont l'impression qu'ils ne l'ont pas vu, ils reviennent et ils retournent. Mais on l'a signalé, j'ai fait plusieurs fois des courriers, c'est sur des routes départementales, et il y a des GPS, effectivement, qui font qu'on traverse. Il n'y a pas de signalisation au quartier. Si, mais elle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas assez visible. Mais non, elle n'est pas satisfaisante. Et celui qui la voit, il va partir, mais au bout d'1 kilomètre, il va avoir l'impression de l'avoir loupé. Voilà. C'est trop long. Il y a une chose, c'est que les chauffeurs routiers, et le problème des panneaux de signalisation sont faits pour les voitures particulières. Mais de mettre le nombre de kilomètres. Par exemple, Oui, voilà. si on 2 mettait- km et demi. Voilà, 2 km et demi, comme ça, les gens, ils... Mais je crois que je l'avais fait ça. Oui. On l'avait dit 2 km et demi. Et est-ce que ça a été suivi des faits? Je ne pense pas, mais D'ailleurs, sur les signalités routières, quand ils voient l'image, ils voient bien les nombres. parce que ça fait un coup. On note ça, c'est effectivement important. Je voudrais juste apporter une précision à ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des produits qu'on n'aura plus le droit d'utiliser d'ici peu, les désherbants par exemple, nous particuliers, mais les entreprises continueront à avoir le droit de s'en servir. Ah bon? Non. Ah si. Pas sur les communes. Il n'y aura aucun magasin qui fournira les... Non, les magasins, pour nous particuliers, mais pour les entreprises. Non, mais sur les communes non plus, parce qu'il y a déjà des communes qui ont commencé à traiter dans des espaces verts avec sans phyto. On va vous donner une explication technique par Madame Lejean qui va clarifier les choses. Oui, pas tout à fait comme ça. À vrai dire, ça se poursuit jusqu'en 2020, on va dire. 2020. Alors, il faut savoir effectivement les particuliers, vous n'avez pas pu pouvoir utiliser. En ce qui concerne en tout cas les entreprises et les collectivités, pour pouvoir acheter des produits, les arbres, il faudra avoir des habilitations. Première étape. Avant qu'effectivement, puisqu'après ça reste une décision du conseil municipal et du maire, d'avoir ce qu'on appelle zéro phyto, enfin, de ne pas utiliser donc de désherbants. Tant qu'il y aura une habilitation, pour l'instant, ce n'est pas interdit aux collectivités d'acheter les produits désherbants. Mais ça le deviendra à terme. Mais ils font ça progressivement sur une durée assez importante. Donc actuellement, ils vont demander à ce que les collectivités et du personnel habilités, et donc une formation spécifique pour ça, de manière à pouvoir acheter le produit nécessaire. Et tous les ans, il faudra réviser le matériel, comme une voiture. Tous les ans. Ça, c'est... Ce qui viendra grossir le budget. J'avais encore une petite question, excusez-moi, par rapport au remplacement des bornes défectueuses pour le SDIS. C'est prévu ou pas? Parce que là, on parle de l'entretien, mais on ne parle pas du remplacement. On a 4 ou 7 mois. La boîtier cette année On met des bouches. On remplace les bornes par des bouches. On a moins de dégradation. On ne prend pas l'eau. Enfin, moins. Il y a du vrai remplacement. Parce qu'il y en a qui sont à chaque fois. Oui. Éclairage On a un public. rapport, annuel. On le fait avec les pompiers. On est des pompiers pour savoir ceux qui sont en défaut ou en défaut. Je risque à l'éclairage public. J'avais une petite question sur la voie. Allez-y. Pardonnez-moi, mais
Je voulais savoir s'il y avait un planning existant sur éventuellement l'enfouissement du réseau sur Biarn, en fait, savoir quelles sont les rues prioritaires pour l'enfouissement du réseau. Alors là, on est en fonctionnement, hein. On va voir en investissement, c'est une nature d'investissement. Ça, c'est de l'investissement. Oui. D'accord. Éclairage public. Concernant la reconduction du contrat de maintenance de l'éclairage public en cours sur la commune pour l'année 2014-2015, le prestataire nous a informé qu'il n'appliquerait pas la revalorisation prévue à ce contrat. Les crédits seront prévus pour les interventions d'urgence et le changement de candélabres. Une réflexion sera menée sur la baisse des intensités de l'éclairage public sur différents secteurs à partir d'une certaine heure. Ça, on va réfléchir à cela pour la partie à définir sur quel secteur. Et ce qui est certain, c'est que l'impact économique il est très intéressant. Il y a deux intérêts, économiques, écologiques. Économique et on va nous opposer un problème, c'est la sécurité. Donc après, il faudra arbitrer. Alors, certains disent que ça ne nuit pas à la sécurité. On n'est pas moins sécurisé quand on est dans le noir, parce que quand on est dans le noir, n'importe quel mouvement de véhicule se remarque. Alors que dans le centre-ville, aujourd'hui, ça ne se voit pas. Et donc, on sait que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'on peut économiser en baissant l'intensité à 1h du matin ou en coupant dans certains endroits l'électricité. Je crois que Bayon, il me semble qu'à Bayon, c'est... Il y a une théorie qui est défendue par un certain nombre de personnes qui dit qu'effectivement, le fait de mettre dans le noir, ça améliore la sécurité. Ça améliore la sécurité, parce que c'est plus difficile de circuler, de se déplacer dans le noir que dans les rues allumées. Il peut trébucher, il peut tomber. La théorie, non, mais il y a deux théories. des agressions, je pense. Pierre, l'agression, mais aussi les chutes. Par contre, je pense que dans le domaine des règles et du devoir, il faut faire très attention, parce que si on a un accident, et on vient un jour, à cause d'un manque d'éclairage, on est quand même foncièrement responsable. Par exemple, ici, vous avez rue Fontaine d'Amour actuellement, ça a été signalé à la police municipale, ça a été signalé au service technique, on leur a répondu qu'il faut attendre 8 ou 15 jours. Moi, je crois que c'est pas prudent de répondre comme ça. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de lumière? Il n'y a pas de lumière, il y a un gros problème rue de Fontaine d'Amour, c'est tout noir l'endroit. T'es au courant, là? C'était signalé. Non. Bah, c'est signalé à la police municipale. Et puis, oui, mais qui vous l'a signalé? Bah, c'est la famille Hersch qui vous l'a signalé. Elle a signalé à la police municipale et au service technique. C'était signalé en mairie. C'est pas dans la rue de la Fontaine d'Amour. Ah si, Fontaine d'Amour, c'est la Fontaine d'Amour derrière. Hersch. Alors ça, c'est pour le problème. Alors c'est peut-être une partie. Certainement, je préfère vous dire. Le deuxième problème, il faut pas l'économie. Mais attends Pierre, pour aller au bout quand même, je le dis tout le temps ça. C'est bien de le dire aux policiers municipaux, mais le mieux, le plus efficace, on appelle à l'accueil. Immédiatement, il y a une procédure, ça monte tout de suite d'un étage. Mais c'est plus... Comment c'était signalé en mairie au service technique. On va regarder. Bon, deuxième problème. Je suis passé 3-4 fois ce mois-ci dans Biarn. Après 22 h, il y a les 4 lampes allumées au Royaume. C'est pas bon, ça. Au Royaume. Je dis qu'une seule lampe de chaque côté, ça suffirait largement. Oui, c'est le débat. C'est le débat. Oui, c'est le débat. Donc il faut faire tout de suite quelque chose. C'est le débat. Voilà, absolument. Mais il y a eu une baisse d'intensité à Bureau. Oui, mais quand on va à un moment donné. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. Mais c'est pas non plus sur toute la longueur, je crois pas. Ah, si, tout le long, c'était tout le long. Je sais pas s'il n'y a pas. En 11 heures. Je suis rentré, il était 22h30. Oui, on coupe la moitié de l'éclairage à un moment donné. Même 20h, on était d'éclairage. Ouais. 20h, c'est pas tard. Mais c'est le but, c'est de réfléchir sur ce sujet pour améliorer et faire des économies. En fait, par rapport au souci de faire des économies, il ne serait pas possible d'installer des électeurs de luminosité. Voilà, je sais pas, pour déclencher l'allumage, il faut que c'est parti comme ça. En fait, ça déclenche à partir du moment où il y a une certaine sécurité, on va dire. Là, c'est peut-être bien du point de vue écologique, mais économique, l'installation, l'entretien, je ne suis pas sûr que... En fait, je pense au niveau de l'installation, on l'installe une fois et après l'entretien se fait comme le reste. Mais je pense c'est régulier tous les ans de remise à l'énergie.
Mais c'est ce qui est en place. Hein. C'est ce qui est en place pour le centre-ville. C'est des mandats, mais c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que même si dans la journée, il y a une éclipse, par exemple, un nuage, etc., quelquefois on voit les lumières qui s'allument, parce qu'en fait le taux d'éclairement n'est pas suffisant. Je pose juste la question, c'est parce que par rapport à certaines rues, quand là on a les journées quand même qui s'allongent, on voit le déclenchement des lumières très tôt. Et le matin, en fait, s'éteint très tard. Parce qu'en fait, je sais, c'est la programmation. Quand on fait la rénovation d'une partie d'éclairage, on met en place ce dispositif. Mais dans certaines rues qui ne sont pas encore traitées, il n'y a pas encore de dispositif. Voilà, donc en fait c'est prévu pour... Mais tout à l'heure on parlait d'enfouissement, c'est le même principe, c'est-à-dire que chaque fois qu'on refait quelque chose sérieusement, on enfouit. Et on a parlé d'économie. Oui, mais c'est pareil, oui. Quand on refait, on modifie les techniques, mais on attend de refaire. Sur les rues qu'on a remis des nouveaux lampadaires, là, elles baissent l'intensité à partir de 11h du soir. Tous les luminaires, route de Voran, route de Rectaret, tout ce qui a été fait récemment. Kennedy, tout ça, ça baisse l'intensité à 11h du soir. Alors si je peux me permettre, je crois qu'il reste encore de temps. Oui, non, mais... Comment ça marche techniquement ça? C'est un boîtier qui est à l'intérieur. C'est nous qui réglons? Non. C'est un détecteur de lumière. Oui. Ok. Plan de formation. Dans le cadre de la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, la commune est tenue d'établir chaque année un plan de formation qui a vocation d'organiser le programme des actions de formation orientées vers l'activité professionnelle et le déroulement de carrière des agents au sein de leur collectivité ainsi que vers les besoins des services. Dans le cadre de ce programme, certaines formations spécifiques ont été prévues: habilitation électrique, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, le célèbre CACES, prévention et secours civiques, logiciel Access, formation d'un agent dans le cadre d'une demande de reclassement. Qui nécessite d'inscrire des crédits de formation en sus de la cotisation patronale obligatoire à la formation professionnelle Centre national de la fonction publique territoriale qui est calculée sur la masse salariale. Ça concerne l'agent ou pas? Sur les formations spécifiques ou de manière générale? Non, de manière générale. Alors, de manière générale, ça concerne pratiquement tous les services et la veille que l'on a budgétaire en tant qu'homme, ça représente plus de 60 jours de formation. Oh, d'accord. Et au niveau du personnel, c'est combien de personnes? J'en ai bien, on en a bien, sans compter les formations groupe, il y en a au moins plus d'une vingtaine. D'accord. Et c'est une formation par an? Alors, cela dépend, puisqu'il y a un contingent obligatoire, il faut savoir, qui est calculé donc un certain nombre d'heures par an, limité après sur plus de 120 heures fixes, qu'on appelle le droit annuel de formation. Donc chaque agent fait des demandes annuelles. Il y a alors, la cotisation patronale obligatoire, c'est avec 120 heures de la fonction publique qui lui a on va dire un annuaire de formation qui est transmis chaque année à tous les services, de manière à ce que les agents puissent se positionner en fonction de leurs besoins ou de leur volonté, parce qu'il faut aussi intégrer cela. Ensuite, donc, il y a une étude qui est faite en fonction de ceux qu'on a déjà eu, ceux qu'on n'ont pas eu, parce qu'il faut aussi que tout le monde puisse en bénéficier, y compris tous les services, puisque ce n'est pas accès à un seul service, c'est-à-dire que ce soit les services techniques, que ce soit les services en France, que ce soit les services administratifs. Tout le monde doit pouvoir bénéficier au moment où la veille budgétaire étant un nombre de jours annuels, puisque tout le monde ne peut pas partir en formation, il y a ces critères de sélection qui font la réponse aux attentes par rapport à l'emploi occupé, à la demande, parce que c'est assez bien aussi. Et nous avons même mis en place depuis quelques temps, en plus de la cotisation obligatoire, on adhère à ce qu'on appelle une formation interlocalité, ça s'appelle la FIR, qui permet à plusieurs communes réunies de pouvoir personnaliser des formations types. Donc c'est intéressant parce que au lieu d'être dans un catalogue spécifique, le CNFPT donc, nous octroie un formateur à charge des collectivités de ce groupe, dont vient fait partie, de donner à disposition des locaux, d'élaborer le cahier des charges. Donc il y a des réunions qui se situent à peu près 3 fois par an pour élaborer ce plan complémentaire de formation. Et là c'est bien parce qu'on peut mettre le point sur des aspects bien spécifiques à chaque collectivité. Donc c'est pas trop, c'est plus individualisé.
des s'arrachements. Et ensuite, on a d'autres formations qui sont ce qu'on appelle les formations de sous groupe, ce qu'on expliquait, où là, on fonctionne par groupe et ça concerne tous les agents. Et de manière générale, on est parti de 2009, à peu près, on a commencé, c'est des groupes de 10. Donc, avec la quantité, on repart là cette année avec ceux de 2009. Vous voyez, il faut donner une idée. Cette forme de formation, une vertu, c'est qu'ils forment nos personnels. Donc, on a des personnels de qualité. La qualité, c'est un coût, donc ça pèse aussi sur nos budgets. Et ça gonfle les budgets. Parce que toutes les formations ne sont pas prises en charge. Certainement, le CACES n'est pas pris en charge. Toutes les formations qui nécessitent des spécificités, comme on vous l'a indiqué, donc c'est sur le budget, qui sont obligatoires quand même pour intervenir dans certains domaines, effectivement, sont payantes, y compris les formations de logiciels, qui elles ne sont pas du tout dans la cotisation obligatoire. Les gestes et postures sont aussi payantes maintenant, et ça c'est très important pour beaucoup de services, pas que pour l'entretien. Oui, pour l'enfance, pour tous les gens qui travaillent, pour apprendre à se. en souffrant moins, comme on dit. Entretien des locaux. En plus des crédits courants prévus dans le cadre du nettoyage des vitres des bâtiments, une provision sera prévue pour permettre le nettoyage des locaux par un prestataire, compte tenu de l'absence de certains agents d'entretien non remplacés. Par ailleurs, les manifestations 2015 qui sont à prendre en compte dans ce chapitre sont la journée environnement, la participation de la commission environnement lors du marché fermier organisé par le comité des fêtes, le concours des maisons fleuries, la soirée des trophées organisée par la commission jeunesse et sport, le projet Viard en lettres. On ne la faisait pas en 2015. En 2016. Oui, c'est 2016. Oui, effectivement, parce qu'elle a été tout début janvier. Donc elle n'aura pas lieu sur cette année-là, avec le décalage. C'est ça. Le projet Viard en lettres et en couleurs sera reconduit pour la 3e année. Une réflexion sera menée en 2015 sur le rythme de nos différentes manifestations, certaines d'entre elles pouvant se dérouler 1 an sur 2. Le dispositif du colis de fin d'année distribué aux personnes âgées s'y reconduit. Une réflexion sera également menée en 2015 sur l'âge requis pour bénéficier de ce dispositif. Cette année, la commune accueille pendant 2 semaines les enfants hors côté. Les crédits nécessaires à l'organisation de ce séjour sont à prévoir. Location literie, transport pour sortie, alimentation. Comme chaque année, la commune organise des colonies hiver et été. En été 2014, le séjour a été organisé par les services de l'accueil de loisirs et l'action jeunesse de Viard. Le choix de la municipalité d'organiser cette colonie par du personnel communal a eu des retombées favorables tant sur le plan qualitatif, lieu de séjour, programme d'activité, personnel d'encadrement, que sur le plan quantitatif, 30 enfants participant sur 40 places proposées. Concernant le projet de colonie hiver 2015, décision municipale 35-2014, l'organisation a été faite également par les équipes d'animation. Pour information, 23 enfants ont participé sur 30 places proposées. Il sera donc proposé de reconduire les séjours ville avec les mêmes critères d'organisation qu'en 2014. Oui, en fait, jusqu'à l'année dernière, il y a 2 ans, on passait par Vacances pour tous. Et on a eu des soucis. Alors, on a eu des remontées par des parents qui nous ont quand même profondément déplu. Et effectivement, en rencontrant les parents, on s'est aperçu que, évidemment, le fait que notre équipe organise les séjours était beaucoup plus sécurisant pour eux. Donc en fait, on a vraiment une augmentation de la fréquentation de ces séjours. Peu d'enfants partaient lorsque nous sous-traitions à Vacances pour tous, et il s'avère que... Alors le séjour d'hiver s'est très bien passé, on a déjà des parents qui demandent cet été où on part. Voilà. C'est plutôt un bilan positif. J'avais une petite question par rapport à la réflexion menée sur les colonies des personnes âgées. C'était pour quel motif? Pardon? C'était pour Alors, la raison de la réflexion. on dit quelque part, par rapport à l'âge, oui. C'est parce qu'on doit distribuer aujourd'hui entre 450 et 500 colis. La population vieillissante, compte tenu du vieillissement, du rallongement de l'âge, il y a déjà énormément de communes qui sont passées, qui ont rallongé l'âge avant de rentrer dans le dispositif. Actuellement, c'est 68 ans. Ouais. Donc on le met dans le débat pour en parler, mais c'est une option. Alors on dit quelque part, s'il reconduit, ça sera reconduit. Il n'est pas question de ne pas le reconduire,
Mais il est question de peut-être de dire ben, ça s'enclenche à 69 ou 70 parce que on est encore jeune à 68 et 69. Ouais, ça dépend qui. Ça dépend qui. Parce que le souci, c'est là, par exemple, par rapport à la procédure qui est faite actuellement, ce sont les personnes âgées, enfin les personnes de plus de 68 ans, qui doivent venir récupérer leur colis. Mais c'est un peu difficile pour certaines personnes qui n'ont que 68 ans, ne serait-ce que de se déplacer. Et dans ces cas-là, ils ont accès à l'accueil en téléphonant et on leur emmène chez eux à domicile. Donc en fait, il faut qu'elles appellent. Oui. Il faut bien qu'elles se fassent connaître. C'est pareil, les personnes qui sont malades, hospitalisées, si ils ne se font pas connaître, on ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe auprès des Viermois. Donc il y a eu des cas cette année, hein, et même des voisins qui m'ont téléphoné pour leur voisine de 94 ans et on va porter les coups. Moi, je pense qu'il faut mettre une petite information dans le bulletin municipal. Alors Parce qu'il cette y a beaucoup de année, gens qui sont pas au courant quand même. Hein. c'est tous les ans, les 3 premiers mardis de décembre, depuis, c'est tous les ans. Ça d'accord, mais par rapport à ce qu'il vient d'être dit. Cette année, ça a été distribué encore les 3 premiers mardis de décembre. Dans la source, nous avons fait une petite rétrospective des colis en annonçant bien que l'année prochaine, ce sera la même chose, les 3 premiers mardis de décembre. Ensuite, il y a du panneau électronique, il y a du panneau physique partout dans Viarme. Voilà. On n'a plus de garde champêtre comme quand on était petit. Dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, le REAP, le montant des crédits pour 2015 sera augmenté. En effet, une nouvelle action, soirée débat et sensibilisation aux problèmes spécifiques aux adolescents a été intégrée au dossier 2015. Le projet de cette nouvelle action découle d'une demande spécifique de certains parents en relation avec l'action jeunesse de Viarme. L'action se déroulera par phase, visite d'une exposition sur le thème choisi, suivie d'un débat avec un professionnel. Il est précisé que les actions inscrites peuvent bénéficier d'une aide financière. En 2013 et 2014, la subvention a été attribuée par le Conseil général du Val d'Oise, caisse des allocations familiales pour les années précédentes. Durant l'année 2015, M. le maire adjoint aux finances organisera la remise à plat des contrats de moyens généraux en cours pour une éventuelle renégociation avec les fournisseurs et sous-traitants de la collectivité. J'avais une question par rapport aux objectifs. Je sais qu'il y a beaucoup de succès. Est-ce qu'il est prévu éventuellement de développer? Alors, nous appartenons au réseau d'écoute et d'aide à la parentalité. Hein, voilà. C'est quand même un système qui est un réseau qui est sur tout le département. Donc en fait, effectivement, on a décidé de le développer à travers ces soirées, entre autres en commission enfance et jeunesse. On a parlé d'un problème qui est par exemple les dangers d'Internet, de Facebook, de tous les réseaux sociaux. Et notre désir, effectivement, c'est de faire des soirées débats pour informer les parents et les adolescents s'ils désirent être présents, évidemment. Donc on souhaite, oui, développer cet aspect-là, parce qu'il nous semble que ce sont des problèmes dont tout le monde parle, hein, de toute évidence. On y est tous confrontés et on s'est aperçu que lorsque l'on réunissait les gens et qu'il y avait un partage d'expérience, c'était toujours très positif. Donc nous souhaitons effectivement le développer. C'est le rôle d'une municipalité aussi, la prévention. Voilà pour le chapitre 11, charge à caractère général. Chapitre 12, charge de personnel. En 2015, l'évolution de ce chapitre s'explique ainsi. Revalorisation de l'indice majoré minimum, plus 5 points liés à la réforme statutaire. Augmentation de du SMIC, refonte de la catégorie C. Revalorisation annuelle des rémunérations estimée à 1,3%. Évolution de carrière des agents liés au statut de la fonction publique territoriale, avancement d'échelon et de grade. Augmentation du taux de cotisation patronale de la retraite CNRACL pour les agents titulaires, fixant le taux à 30,50% au lieu de 30,40% en 2014. Et beaucoup moins en 2013. Ça fait un peu beaucoup plus en 2016. Augmentation du taux de cotisation patronale de la retraite IRCANTEC pour les agents non titulaires, fixant le taux à 3,96% au lieu de 3,80% en 2014.
À ce jour, le taux global des charges patronales s'établit à environ 51% de la masse salariale brute. Recrutement en cours. Un agent gardien de police municipale, un responsable des ressources humaines en remplacement d'un agent en retraite cette année, recrutement ponctuel prévu, remplacement d'un futur congé maternité sur 5 mois et les agents recenseurs au nombre de 10. Coûts supplémentaires liés à la présence des agents pour les élections départementales et régionales, reproduction des contrats pour le remplacement de certains agents en arrêt maladie de longue durée, effet année pleine du poste ASVP pourvu en 2014, programme Job été si reconduit, augmentation de la cotisation du Comité national de l'action sociale pour le personnel communal, actif et retraité, augmentation de la cotisation obligatoire par agent pour la médecine du travail. Là, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur ce chapitre. J'avais une petite question en fait, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on recrutait de nouveau un policier municipal. Parce que j'estime qu'on est court avec 2 agents aujourd'hui. Il n'y a pas 2 ASVP et un policier municipal aujourd'hui sur Berne? Il y a un ASVP et Yannick qui est gardien. Le brigadier chef, on a une probabilité qu'il ne revienne pas assez forte. On a une amplitude de 7h du matin jusqu'à 20h le soir, et je pense qu'il faut. On a vu un peu ce qui se passait autour, dans les communes comparables à la nôtre. On est très faible dans ce domaine. Et je pense que c'est un véritable besoin. Bon, alors, concernant le policier municipal, le rôle, normalement, c'est sécurité des biens et des citoyens. On est bien d'accord. Sécurité des biens et des citoyens, c'est son rôle premier. Moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi les policiers municipaux font un rôle de facteur. C'est pas leur boulot, non. On devrait avoir un agent dans la commune qui puisse délivrer le courrier. Le policier municipal sera occupé plus à sa tâche normale que celle-là, à mon avis. Parce que si on prend des policiers en plus pour faire facteur... Il fait beaucoup moins le rôle de facteur, beaucoup moins qu'avant. Il n'y a plus la fonction de la poste. On a franchi, mais d'un autre côté, moi j'aime bien le voir tourner quelquefois, ça peut arriver. Il y a des liaisons avec la sous-préfète. Et on les a diminuées, mais... C'est vrai que la population grandit, c'est normal de se protéger en sécurité. Je pense que c'est important et que c'est une nécessité et que la population le souhaite. Voilà. Donc la terme sur la commune, ce serait d'avoir 4 agents. Je crains qu'il ne revienne pas, l'agent, le brigadier. Dans le cadre où ils ne reviennent pas. On verra. Ça fera 2 ans. Pardon. Donc on resterait sur 3 agents. Ça fait 1 an qu'il n'est pas là. Oui, je sais. Voilà. Après, c'est des choix. Chapitre 14. Atténuation des produits. Il est inscrit dans ce chapitre le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, GIR, instauré par l'article 78 de la loi numéro 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Ce fonds vise à remédier au déséquilibre financier engendré par la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale suite à la suppression de la taxe professionnelle. Abondé par des prélèvements effectués sur les recettes fiscales des collectivités gagnantes de la réforme, il est ensuite réparti entre les collectivités perdantes. Viarme étant une commune gagnante et la redistributrice. Le montant figure sur l'état de notification fiscale 1259 que reçoivent les communes en mars de chaque année et n'est donc pas encore connu à ce jour. En 2014, un montant de 359 952 € a été prélevé sur le produit des taxes locales. En ce qui concerne le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, la loi de finances pour 2015 prévoit un renforcement de la péréquation entre communes riches et pauvres. La commune de Viarme participera donc davantage. Pour information, le prélèvement du FPIC en 2014 a été multiplié par 1,65 par rapport à 2013. En 2013, multiplié par 4 par rapport à 2012. Il sera nécessaire de prendre en compte l'évolution de cette péréquation au budget 2015. Voilà. Viarme étant considérée comme une commune riche et redistributrice sur un certain nombre de secteurs, notamment les réformes qui sont intervenues après
la suppression de la taxe professionnelle qui a été transformée en CFE et CVAE en 2010, à partir du budget 2011, je crois. Donc on les redistribue. C'est des sommes en plus qu'on n'avait pas dans les budgets précédents, qu'on redistribue aux communes qui sont perdantes dans le nouveau dispositif. Gestion courante. Charge de gestion courante. Ce chapitre regroupe le montant des indemnités allouées aux élus locaux, des contributions des différents organismes de regroupement, CIVOM, Syndicat du Collège de Montsou, PNR, Chenille départementale, la participation au service incendie, le SDIS, ainsi que les subventions de fonctionnement aux associations qui tiennent compte des propositions de l'élu référent. Pour ces dernières, compte tenu du contexte économique, une réflexion en concertation avec les présidents sera menée pour les années à venir. En ce qui concerne 2015, il est prévu de se maintenir au niveau de l'enveloppe globale de dotation aux associations arrêtée depuis quelques années. Il est précisé que l'enveloppe budgétaire destinée à la formation des élus locaux conformément aux articles L212312 et L212314 n'est pas encore arrêtée. Les crédits en faveur de la caisse des écoles et du CCAS seront portés à hauteur des besoins afin de maintenir leur équilibre budgétaire. La réflexion menée sur les indemnités des élus locaux, c'est dans le but de les supprimer? Non. Sur quel point? Vous parlez d'une indemnité, des indemnités des élus locaux, il y aura une réflexion qui sera menée avec les. Non, c'est pas sur ça, c'est sur la somme globale des subventions accordées aux associations. Georges, tu veux en dire un peu? Il y a une enveloppe annuelle. Il y a une enveloppe globale pour les associations. Et on s'est posé la question d'envoyer un signe à travers une baisse dans les subventions des associations. 5% de baisse sur les associations représenterait 4 000, un peu plus de 4 000 euros. Donc on s'est dit on va pas le faire. Par contre, on va avoir une communication vers les associations tout au long de l'année pour leur expliquer qu'il va peut-être devoir pendant quelques années maintenant. Ça fait déjà depuis au moins 2010, on ne reconduit pas, il n'y a pas d'augmentation. On reste dans l'enveloppe globale, c'est ça. On n'a pas évolué, on est resté dans l'enveloppe globale. On les a maintenus cette année, mais on va faire un effort en termes de communication pour dire attention, on ne pourra peut-être pas rester toujours au même niveau de subvention. Malheureusement, il faut que vous allez voir plus loin les pertes qu'on va avoir en termes de recettes, et on est obligé, tout le monde devra faire un petit effort. Dans énormément de communes, il y a eu quand même une baisse de subventions aux associations. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Donc en fait, c'est une réflexion sur le changement de critères d'attribution. Non, on dirait on baisse de 5%. Ou alors on baisse une enveloppe globale de 5%, puis après on joue sur la répartition. Ça, Chapitre 66. Intérêts de la dette. Les crédits seront prévus pour les crédits seront prévus pour le paiement des intérêts de la dette. Une provision sera également inscrite pour la ligne de trésorerie si celle-ci devait être contractée au cours de l'année 2015. En effet, le contrat de la ligne de trésorerie arrivant à échéance fin 2014 n'a pas été reconduit au motif de sa non-utilisation depuis plusieurs années. La dette de la ville étant plus que modérée, on verra après qu'elle s'élève à 75 euros, je crois, par habitant. C'est exceptionnel, hein. Vraiment faible. Ça se voit nulle part. Hein. L'intérêt de la dette est encore plus faible, il doit être à 4 euros par habitant par an. Ça, c'est pour le montant des intérêts. Et pour les lignes de trésorerie, qu'on signe entre guillemets avec une banque coûte de l'argent pour sa non-utilisation. Comme on n'a pas eu besoin de faire appel à elle en 2014, cette ligne pour l'instant n'a pas été reconduite. Peut-être que ça évoluera dans la réflexion budgétaire, mais pour l'instant, on n'envisage pas de solliciter un banquier pour la ligne de trésor. Chapitre 23. Virement à la section d'investissement. Ce chapitre sera renseigné en fonction des décisions prises sur la répartition de l'excédent budgétaire en fonctionnement qui serait dégagé sur le budget 2015. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Voilà, les questions de réponse, de fonctionnement. On enchaîne ? Yes. Recette de fonctionnement.
Chapitre 70, les services. Ce chapitre retrace les produits des services rendus par la commune. Restauration scolaire, accueil de loisirs, temps périscolaire. Il est rappelé que le quotient familial sur les tarifs de la restauration scolaire est appliqué depuis le 1er janvier 2010, a été mis en place à compter du 1er janvier 2011 sur les services de l'accueil de loisirs et de la garderie périscolaire. La révision des tarifs et des tranches de la grille des quotients familiaux se fait au 1er janvier de chaque année. Pour 2015, il a été instauré un tarif concernant les nouvelles activités périscolaires, les NAP, à compter du 1er mars. Les recettes qui en découlent ont été inscrites à ce chapitre au regard des recettes réalisées en 2014. Les inscriptions à l'école municipale de musique ont été inscrites au regard des échéances prévues jusqu'en juin 2015. Une estimation des recettes a été prévue pour la période de septembre à décembre 2015. Les participations des familles dans le cadre des séjours hiver a été organisées par la commune seront prévues. Pour rappel, cette participation est de 50% de la dépense pour les séjours hiver. Concernant le séjour été envisagé pour 2015, la participation des familles sera à définir en fonction du coût de revient de l'opération. Pour information, auparavant, pour cette période, la commune prenait en charge un tiers du coût du séjour. Chapitre 73, impôts et taxes. La Direction générale des finances publiques transmet courant décembre un état 1386 récapitulatif des produits issus de la fiscalité de la commune de Viarmes et se résume ainsi. Sous contrôle de Véronique. Vous avez donc dans la première colonne les 4 taxes, l'habitation, le foncier bâti, foncier non bâti et la CFE. Le taux 2013, identique depuis un certain nombre d'années. Les produits 2013 perçus selon l'état 1386 qui a été transmis des bases définitives aussi par la trésorerie. Le taux 2014 qui donc a changé et les produits 2014 qui ne sont pas encore tout à fait définitifs parce que les bases de calcul sont encore prévisionnelles puisque c'est la trésorerie qui nous transmet au mois de mars. Les directions de finances qui nous transmet les bases définitives. Et dans la colonne de droite, en gras, vous avez les produits 2015 prévisionnels considérés à taux constant, toujours pas au taux, mais la loi de finances prévoit une augmentation des bases de 0,9% par rapport à celle de 2014. Donc vous voyez en bas au total un produit 2014 de 2 670 832 pour 2 693 596. Ce qui fait une augmentation pour les ressources fiscales de la ville, sans augmentation des taux, une augmentation de 22 764 € sur les recettes budgétaires 2015. En dessous, donc, vous avez d'autres taxes locales, de CVAE, payées aussi par les entreprises sur la valeur ajoutée, la TASCOM et l'IFER, on n'a pas encore les montants à payer. Le montant prévisionnel 2015 de la CVAE est issu de l'état 1386. Quant aux taxes TASCOM et IFER, le montant prévisionnel sera pris en compte au regard de l'état de notification. En ce qui concerne le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, le projet de la loi de finances pour 2015 prévoit un renforcement de la péréquation. La commune est bénéficiaire de ce fonds depuis 2012. Il sera reconduit en 2015 à hauteur du réalisé 2014. La taxe sur les pylônes électriques a été inscrite selon le coût défini dans la loi de finances 2015. La taxe sur l'électricité a été estimée pour l'année 2015 en fonction du produit perçu en 2014. Les autres recettes du chapitre seront reconduites à hauteur des montants du budget 2014. Il est rappelé que depuis 2004, aucune augmentation des taux des 4 taxes de fiscalité directe n'a été votée par le conseil municipal, malgré une évolution importante des services déployés sur la commune au bénéfice des Viarmoises et des Viarmois. Multi-accueil, accueil de loisirs, action jeunesse, activités seniors, service minibus. Il n'est pas exclu que, pour l'équilibre du budget de cette année et compte tenu des décisions gouvernementales qui impacteront directement la collectivité, que nous étudierons dans le chapitre en dessus, il n'est pas exclu d'envisager une augmentation de la fiscalité directe locale. C'est important ce qu'on est en train de dire, c'est un des points importants de ce débat d'orientation budgétaire. Depuis 2004, on n'a pas augmenté la fiscalité. Depuis 2004, on a créé un certain nombre de services qui viennent de vous être énumérés.
À un moment donné, il faut se poser des questions. C'est inévitable. L'activité senior, le minibus, etc. Multi-accueil, 40 places. Voilà. Donc là, on est en débat d'orientation budgétaire, on intègre cette possibilité qui donc se révélera ou pas dans la construction budgétaire. Je rappelle que, je vous l'ai dit au début, là on débat, on ne va même pas être appelé à voter, hein, on débat, et puis on prend acte. C'est l'arrêté du budget qui validera les choses. Mais on n'exclut pas aujourd'hui la chose. Mais c'est en dernier ressort. Pardon? Ce sera en dernier ressort. Je dis pas ça. À un moment donné, ça fait 10 ans, 11 ans. C'est un peu l'explication que vous nous avez fournie à la réunion du Comité en finance du 12. Oui. Qui en principe devrait se confirmer le 26 mars, s'il laisse tous les éléments. Oui. Maintenant, on va monter les choses. Hein. On va entasser des charges, des recettes, puis on va voir comment ça se... Chapitre 74. Dotation. Tu veux que je te reprenne un peu? Quand tu veux, tu feras l'investissement. Ouais. Ça, c'est un chapitre important aussi, ça. Dotation, subvention et participation. Pour que vous puissiez bien mesurer l'impact des choses. En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement notifié aux collectivités et EPCI, les intercommunalités, à fiscalité propre, a été amputé de la contribution au redressement des finances publiques. L'État poursuit la baisse de l'enveloppe de cette dotation de 11 milliards d'euros entre 2015 et 2017, soit un tiers chaque année. Le prélèvement opéré en 2014 sur la DGF de la commune a représenté 37 904 euros, soit environ 3,6% de dotation en moins par rapport à 2013. Un prélèvement supplémentaire sera donc calculé sur la dotation globale de fonctionnement dès 2015. Les modalités de calcul sont fixées dans la loi de finances 2015 et l'on peut considérer que la contribution demandée aux communes sera approximativement multipliée par 2,464. Ce qui représente un montant de 93 471 euros pour 2015. Le total cumulé pour la collectivité au 31 décembre 2017 représentera la somme de 712 440 euros de diminution en recettes qu'il faudra bien compenser sur 4 ans. On aura perçu, d'ici 2017, 712 000 euros de moins de l'État. Voilà. Pour information, l'estimation... Alors le fonctionnement, on peut jouer sur des économies de fonctionnement, mais c'est quand même relativement... la marge de manœuvre est relativement faible. Et donc ça peut, effectivement, il y a plus de possibilités sur les investissements. C'est sûr que sur les investissements, c'est plus facile à jouer. Mais les investissements, c'est important aussi, parce que l'investissement en France, c'est les entreprises, enfin je veux dire, les conséquences sont multiples. Mais 715 000 euros en moins, ça impliquera des décisions importantes. Il faudra bien aller trouver l'argent. Hein. Sur cumulé. Hein, cumulé 14, 15, 16, 17. Pour information, l'estimation de la baisse de la dotation a été calculée via le site de l'AMF, Association des maires de France, qui met à disposition des collectivités adhérentes un outil de travail permettant un calcul schématique. Il est précisé cependant que cette estimation reste approximative compte tenu que certaines composantes propres à la commune ne sont pas prises en compte, population DGF, potentiel fiscal, et ne seront connues qu'au printemps 2015. Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle est également remis en cause. Ce fonds versé par l'État au département qui le répartisse ensuite à destination des communes serait remplacé par une dotation de soutien à l'investissement local. Cette mesure impacterait donc directement les collectivités du Val d'Oise. Monsieur le sénateur Francis Delattre a sensibilisé la commune par courrier en décembre 2014 afin de délibérer pour demander le rétablissement du FPPTP pour les départements, ce qui a été fait lors de la séance du 29 janvier 2015. La commune a perçu en 2014 un montant de 69 663 euros pour cette dotation. Le redécoupage de la carte cantonale dans le cadre de la mise en place des conseils départementaux fait perdre à la commune de Viard sa qualité de chef-lieu de canton. Conformément aux dispositions de l'article L. 23-34-21 du Code général des collectivités territoriales, la première fraction dite bourg-centre de la dotation de solidarité rurale, la DSR, est notamment attribuée aux communes chef-lieu de canton. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aura en principe pas d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017.
pas d'impact pour nous avant 2017. En effet, l'éligibilité aux 3 fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R 2334-6 du Code général des collectivités territoriales. Le remodelage de la carte cantonale devrait s'appliquer qu'au moment du renouvellement des conseils départementaux, soit en mars 2015. Par conséquent, ce n'est seulement qu'à compter de 2017, année au cours de laquelle sera prise en compte la situation des communes au 1er janvier 2016, que le redécoupage de la carte cantonale pourra avoir un impact sur la répartition de la fraction bourg-centre de la DSR. Là, il faut se concentrer, mais enfin, bon, en gros, pas d'impact avant le budget 2017. La dotation de solidarité rurale a donc été inscrite à hauteur du montant prévisionnel effectué chaque année, 115 000 €. Les dotations et compensations de l'État sont, par mesure de prudence, inscrites au budget primitif sans augmentation tant que leur montant n'est pas notifié. Ceci dans le but de ne pas surévaluer les recettes, minimisant ainsi le risque d'un déséquilibre budgétaire lors de sa réalisation. Les principales subventions inscrites au budget 2015 proviennent des conventions et contrats que la commune a conclus en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, convention de prestation de services, contrat enfance-jeunesse, REA, et le Conseil général du Val d'Oise. Convention tripartite, collège Blaise Pascal, subvention de fonctionnement pour l'école municipale de musique. Le président de la commune a renouvelé en 2014 le CEJ, contrat enfance-jeunesse avec la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise pour la période 2014-2017. Le CEJ est un contrat d'objectif et de cofinancement passé entre une CAF et le gestionnaire, dans notre cas la commune. Sa finalité est de poursuivre et optimiser la politique de développement en matière d'accueil des moins de 18 ans, accueil pré- et post-scolaire, accueil de loisirs, multi-accueil, action jeunesse de bien. Les financements consentis par la CAF concernent prioritairement les actions spécifiques à la fonction d'accueil. Les financements peuvent être également attribués pour les actions de pilotage, BAFA, poste de coordinateur. La convention d'objectifs et de financement est établie par la Caisse d'allocation familiale au regard des actions éligibles dans la CEJ que la commune développe ou crée et des données financières prévisionnelles sur la période contractuelle. Cette convention n'a toujours pas été envoyée par la CAF. La subvention 2015 sera reconduite à hauteur des crédits 2014. Chapitre 75, autres produits de gestion courante. Le montant des loyers sera inscrit en fonction du parc locatif de la commune. Les recettes de la location de la salle Saint-Louis sont reconduites en fonction sont reconduites en fonction du produit inscrit en 2014 sans tenir compte des éventuels travaux envisagés sur la toiture. J'ai une question sur ce point-là. Vous entendez quoi exactement par parc locatif de la commune? Toutes les salles qui sont mises en location, les appartements. Les appartements. Les appartements. On pourrait savoir combien il y en a à peu près? Combien il y a d'appartements locatifs sur l'IAM? Alors, en appartement, répondons en appartement, c'est 7. Et puis il y a des bureaux qu'on loue également. Le trésor public, le des sociales. Ah oui, aussi les bâtiments oui, à usage stratégique. Et par rapport au petit point qui est soulevé sur les éventuels travaux sur la toiture de la salle masculine. Roger, la toiture. Oui, on prévoit de refaire la couverture dans la grande salle. On a un problème, on a une fuite compliquée. Ah, puis on a un flash, en fait on a un flash, on s'en est rendu compte et c'est pas dangereux mais ça pourrait le devenir. Donc, pardon. On a déjà un arbalétrier qui a lâché, on l'a changé. Ça peut pas tomber d'un coup. Mais bon, on va pas non plus faire des travaux de réparation comme ça tous les ans. Donc on a prévu de changer cette toiture. Partie. Parce qu'à l'origine, la grande toiture, elle a été mal conçue. salle. Toute la grande salle. Il n'y a pas d'affaissement de terrain. Pardon? Il n'y a pas d'affaissement de terrain. Non, mais c'est la conception. Il n'y a pas de danger, mais on risque d'avoir des arbres à l'étrier ou des bois qui cèdent.
Et on sera obligé de les réparer, et à la finale, ça nous fera beaucoup. Donc en fait, c'est une modification de charpente que vous faites intégralement. Non, en fait, on va alléger la couverture. Mais il faut savoir quand même qu'à l'origine, ce projet, lorsqu'il a été sorti de terre, il y avait un problème sur la couverture, justement sur la charpente. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y avait un problème sur la charpente quand le projet a été mis en œuvre. Oui. L'architecte s'appelait M. Voltaire. Oui. Oui, exact. Oui. Et en fait, la charpente était mal conçue puisque en fait, elle s'écartait par rapport au poids de la couverture. Donc c'est M. Voltaire qui a mal travaillé. Elle a été simplement renforcée ce qu'on était à l'époque. Elle a été renforcée il y a quelques années. Oui, mais dans la partie locative. Oui, dans la partie locative. Oui, pas dans la partie. Mais ça n'a aucun lien entre les deux. Non, parce que l'extension, c'est M. Cornet qui l'a fait. L'extension, c'est M. Cornet. C'est la salle initiale qui a été faite par la grande salle. En fait, c'est la salle en location qui a été faite par M. Voltaire, oui. c'est ça. Et c'est Cornet qui a dû faire l'extension et qui est aujourd'hui le centre de loisirs. Donc la salle, elle sera immobilisée, excusez-moi. La salle, elle sera immobilisée. Alors, il y a un effet budget qui n'est pas lié là, puisqu'on vous dit qu'on a reconduit les locations 2014. Visiblement, si on a 3 mois de travaux, on aura une perte de loyer, c'est clair. Une perte de location qu'on n'a pas intégrée. Mais on sait que c'est une chose qu'il faut faire. Donc là, il y a un marché qui est lancé sur... non, pas aujourd'hui, mais ça va. Non, mais prochainement. Chapitre 13, l'atténuation des charges. Il est constaté dans ce chapitre, pour majeure partie, le remboursement des rémunérations des agents en arrêt maladie qui font l'objet d'une prise en charge par notre contrat d'assurance. Il est précisé que suivant l'instruction budgétaire N14, il n'est pas possible d'affecter ce remboursement en diminution du chapitre personnel 12. Voilà pour le budget de fonctionnement. Donc, dans les grandes lignes des dotations d'État qui diminuent, des péréquations qui vont peut-être avoir tendance dans l'avenir à s'accentuer, c'est-à-dire que l'État se désengage verticalement et on serait plutôt vers un financement horizontal par les péréquations, les communes riches finançant les communes un peu moins riches, etc. Donc une situation pas forcément favorable pour nous, puisque tous nos services et nos investissements jusqu'à maintenant étaient développés à budget. Vous connaissez nos budgets, on savait où on allait. Maintenant, les délais sur l'eau, ça devient difficile, ça bouge tous les ans. Donc difficile de prévoir les budgets futurs, d'où... un gros travail qui va être fait sur les contrats. Une révision de tout ce qui est contrat avec les sous-traitants, contrat d'entretien, et puis voir si on peut... Pour remonter justement les recettes, il ne serait pas possible d'étendre le parc locatif. À quoi? Sur des salles municipales pour le public. Actuellement, la commune, il y en a pas 50 sur la Saint-Louis. Il y a la salle Saint-Louis, il y a le théâtre. Ça pourrait être un revenu supplémentaire pour la commune. La cantinoise également. Elle est surtout utilisée par les associations. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, donc c'est un peu difficile. La salle Saint-Louis, je crois qu'on a quand même des fous. Je sais pas. Entre les galas de danse, entre les associations. En fait, les associations ont le droit d'utiliser une fois par an si elles s'inscrivent pour un projet. C'est ça, si je ne l'avais dit. C'est ça. Donc, en fait, chaque association peut solliciter la salle Saint-Louis une fois par an. Et quand on fait le décompte du nombre d'associations qui avernent, déjà, sur tous les week-ends, plus les balades en novembre qui prennent un mois, les galas de danse qui prennent un mois. Ça peut être une piste. En tout cas, la salle Saint-Louis, au départ, qui était louée pour les particuliers il y a très longtemps. Mascoli, une fois que Mascoli a été construit. La configuration de la salle Saint-Louis n'est pas simple en location. Éventuellement, être court pourrait peut-être être plus approprié, mais c'est pareil, c'est utilisé en permanence. L'école de musique qui est en permanence, c'est pas simple, mais bon, il peut y avoir des randonneurs, des choses. Il peut y avoir dehors. Dehors. On a des demandes de mariage. Pour les photos.
Et pour aussi, les gens aimeraient faire des vins d'honneur en extérieur. Le cadre est magnifique. Eh bien, je vais passer aux investissements. Je vais remplacer Olivier, que je remercie. Vous appréciez quand même le détail qui est donné par les services comptables au niveau des informations. Hein. On descend vraiment à des niveaux de détail très fins. Alors, le budget d'investissement, c'est pareil. Il sera repris les résultats du compte administratif. Les restes à réaliser ont été déterminés au regard des engagés en 2014, en fonction de la reprise de l'excédent 2014 et de l'autofinancement dégagé sur ce budget de 2015, la liste des investissements intégrant les restes à réaliser sera arrêtée en tenant compte des priorités municipales et de l'équilibre budgétaire. Donc on vous a listé ce qui nous semble être des priorités. La première, c'est la fin, dans quelques semaines maintenant, de l'aménagement de la maison de service à la population, 74 rue de Paris. C'est l'aménagement de la fin de la première phase de l'aménagement centre-ville par sa dernière action sur l'esplanade. Le confortement de l'angle sud et du soubassement de la terrasse arrière de la mairie. Par délibération du 27 novembre 2014, la commune a sollicité les instances régionales afin de substituer cette nouvelle opération à l'opération aménagement paysager de la salle Saint-Louis. Cette opération est partie intégrante des travaux à envisager pour l'aménagement de l'esplanade arrière de la mairie. Le 29 janvier, le conseil municipal a autorisé le maire à lancer le marché pour les travaux de l'esplanade. Poursuite des opérations. Donc on en a parlé tout à l'heure, étude préalable à l'établissement d'un schéma directeur de conservation de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Finalisation des acquisitions foncières du Grand Fréchot, finalisation de l'aménagement de l'intersection rue de Paris avec création d'une liaison au parking Claude Lagarenne. On va arriver à finir, on aura mis du temps, c'est clair, mais on arrive au bout de cette opération. Et il reste quoi à faire sur cette opération? Il reste à régler un mobilier pour limiter la vitesse, pour limiter le bruit sur la partie pavée. Un petit mobilier qui fait que les voitures croiseront, mais seront obligées de ralentir un peu. Et puis il reste à terminer un pan de porte pour isoler la grille dans le passage, pour isoler le bien, la propriété de M. Joachim. Mais pour le bruit justement sur ce dodane, il n'aurait pas été plus simple simplement d'enlever les pavés? Parce que si je me rappelle bien l'histoire de Vierne, on a retiré les pavés, du moins on les a bitumés parce que ça faisait du bruit. À quel endroit? Sur Vierne, il y a très longtemps, il y a près de 40 ans. Alors j'étais pas là. Non. Mais ça aurait peut-être été plus simple pour le bruit, pour au moins les résidents qui sont là ou qui entendent toute la journée ces vibrations dans leur maison. On va mettre un mobilier pour ralentir. On a fait un essai pendant toute la période du mois de décembre. Ça va être mis en place. Alors le souci, c'est que ce qui a été mis en place la dernière fois, au niveau du passage avec les autocars, ça a été le bazar total, quoi. Exact. Alors on l'a fait pendant les vacances scolaires, mais c'est vrai que c'était le bazar. Oui, mais pas pendant les vacances scolaires, à chaque fois vous oubliez un petit détail quand même, qui a son importance, c'est qu'il y a moins de circulation. Oui. Et dès qu'on reprend la circulation avec le flot habituel, c'est bouchon sur bouchon. C'est un tout petit peu plus. Bon, cette opération devrait se terminer. C'est que d'arriver. C'est une entrave quand même à la circulation, quoi. Le souci, c'est que les gens n'attendent pas à l'école. On voit le nombre de véhicules qu'il y a, il y a plus de 100 véhicules qui défilent. Une pierre sur la route et la circulation qui est mobilisée. Hein. Ouais, c'est un gros souci pour les Armands. Continuation du contrat de bassin, lutte contre les inondations. Continuation de la mise en conformité SSI de la salle Saint-Louis. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Continuation des travaux à l'école élémentaire. Fenêtres, volets bas, bâtiment A, travaux de couverture, modification du réseau de chauffage, fermeture préau. Et ça concernait quoi exactement, la fermeture du préau en élémentaire? Mais en fait, nous manquons terriblement de ça, entre autres pour les nappes. Donc on étudie la possibilité de fermer le préau du bas.
D'accord, donc c'est pas une demande de l'équipe éducative? Si. 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 Et les enfants, une fois qu'il pleut, Une fois qu'il s'il pleut dans la récréation, pour la récréation. Ah oui, mais ils seront là toujours, puisque alors au niveau de la fermeture, la décision n'a pas été prise, mais il faut quelque chose qui permette quand même d'ouvrir et de fermer. Alors, le souci, c'est que les enfants en récréation, par rapport à la surveillance qui est une obligation des enseignants, il ne peut pas y avoir des enfants dans un préau pendant que les enseignants sont à l'extérieur. Donc ça veut dire que pendant mais le préau, on peut aussi envisager qu'il puisse rester ouvert lorsqu'il sert de préau et qu'il puisse être fermé lorsqu'il sert de salle. La décision n'a pas été prise. Il faudra peut-être bien réfléchir au projet parce que si nous réfléchissons. Par rapport à la sécurité après des enfants, ça pose un énorme problème. Non, mais c'est toujours réfléchi. Là, on arrête un principe. C'est toujours en partage avec l'équipe éducative. Enfin, je veux dire, de toute façon, ça peut rester ouvert et les toilettes. Oui, en plus. C'est ça le problème, c'est que si ça reste ouvert sans surveillance, après, à l'intérieur... De toute façon, les enseignants ne peuvent pas rentrer généralement dans les toilettes. Non, mais là, actuellement, ils ont une belle vision sur ce qui se passe sous le préau. Ouais. Mais a alors qu'une fois que c'est fermé, la vision sous le préau... Non, mais l'idée, c'est de mettre... Ça peut être aussi en transparence. Enfin, on n'a pas dit qu'on fermait de toute façon. C'est pour ça que je demande la nature de la fermeture. Non, c'est pas vitré. D'accord. C'est pas des murs. Non, du tout. Transparent, en tout cas, puisque pour qu'il y ait cette possibilité-là. L'idée, c'est de pouvoir avoir une salle qui puisse se fermer. Mais qui puisse se fermer éventuellement, parce que c'est vrai que les enfants sont très... Là, ça concerne 3 heures. Oui, ça concerne 3 heures, mais pas 3 enfants. Et ça ne va pas faire durer. Et à un moment donné... Oui, mais aujourd'hui, de toute façon... Je n'ai pas entendu la votre voix. Les nappes, ça ne va pas durer. Les nappes, ça ne va pas durer. Ben, écoutez... Bien, je reprends la liste. Alors, mesures nouvelles proposées. Donc, étude avant-projet sommaire en prévision du futur du projet gymnase. Lancement d'études. Étude d'élaboration d'un dossier technique et financier dans le cadre d'un projet vidéoprotection sur la commune. Acquisition de véhicules pour le service bâtiment et voirie, dont un électrique. Acquisition de mobilier de classe pour les écoles maternelles et élémentaires. Acquisition de mobilier spécifique pour le multi-accueil. Lit enfants de moins de 3 ans. Acquisition d'équipements divers, tapis de sécurité, multi-accueil, stand Barnum, tableau à portée musicale pour l'école de musique de Viarmes, Action Jeunesse de Viarmes, création d'un ossuaire au cimetière du Fréval, études ou travaux de rénovation sur certains bâtiments communaux, enfouissement des réseaux de la rue de la Mascrée, réaménagement de la voirie de la rue de la Mascrée, création d'un parking public rue Noire qui jouxte l'école, dans la partie qui jouxte l'école primaire au niveau du bâtiment, je sais plus au-delà, en limite, vous voyez tout sous c'est. Hein. Réhabilitation du réseau d'assainissement eau pluviale avenue de Royaumont. Diverses réflexions de voirie. Ça, c'est pour les mesures nouvelles proposées. J'avais une question par rapport au futur projet du gymnase. Il serait prévu où? À côté de l'actuel. Et pour quelle utilisation? La même, gymnase. D'accord, donc vous ne prévoyez pas, par exemple, un développement d'utilité du gymnase par rapport aux activités départementales? Pour l'instant, on lance l'étude. A priori, il y a l'espace à côté qui permettrait de reconstruire avec l'autre à côté et on verrait après la suite. Pour l'instant, c'est le projet pour rester dans le périmètre du collège. D'accord. Et ça pas... Pardon, pardonnez-moi. Mais on n'a pas été on en est là pour l'instant. La réflexion va commencer sur ce sujet. D'accord. Donc en fait, l'utilité du gymnase ne reste que sur le scolaire. Ah non. Ah ben non. Très utilisé par les autres. Il est surtout à... Non, hormis les associations. Ben oui. Ben, il est pris. Enfin, il est très bien que les gymnases. Combien d'heures il fait le gymnase par an? C'est complètement fou. Oui, c'est fou. On a 40 000 passages. 40 000 passages dans l'année sur le gymnase. Oui, entre les associations et le collège. 40 000 passages. Et il fera la même taille? On n'a pas ce niveau de détail encore aujourd'hui.
On va lancer l'étude. Non, c'est l'étude, elle va commencer. C'est une grosse somme. Hein. Le gymnase, c'est énorme. Bon, c'est entre 1 million et 3 millions. Ouais, c'est ça. Exactement. 1 million, on a ça. Non. 1 million, pour les rembler. Bien, les autres dépenses de la section d'investissement. C'était en fait par rapport à la vidéoprotection, si ça concernait les bâtiments, les personnes. J'aimerais qu'on rentre dans la vidéoprotection, un certain nombre d'espaces, en l'occurrence la partie arrière de la mairie, lorsqu'elle sera aménagée. Il y a dans certains axes de circulation importants, de Viarmes également. Dans le parking de la gare. Pareil. Alors le parking de la gare, la réponse est non pour le parking de la gare, puisque théoriquement, il peut y avoir une évolution de la part de SNCF sur un équipement du parking de la gare. C'est ce qui nous avait été annoncé il y a quelques temps. Donc pour l'instant, je n'ai pas intégré le parking de la gare. On n'a pas intégré le parking de la gare. On voit surtout des axes de circulation de traversée de Viarmes pour des raisons de sécurité. C'est très utile. Et puis, on peut se poser la question sur l'arrière de la salle Saint-Louis. Ça peut être utile. Et incontestablement également la partie arrière de la mairie, parce que rentrer, c'est-à-dire rentrer dans le processus, voir combien on peut y mettre d'argent, puis tous les ans, abonder et améliorer la chose. On a déjà un premier projet, j'ai rencontré déjà des spécialistes, et demain à 14h, je rencontre un autre. Il faut reconnaître qu'on n'est pas en avance dans ces domaines-là. Il y a des communes qui sont plus en avance que nous. Donc il faut qu'on fasse quelque chose, c'est clair. Aujourd'hui, ça fait partie des choses importantes. En 2015 sera fait toute l'étude, notamment par Georges, justement de la vidéoprotection, pour déposer un dossier de subvention jusqu'à la producteur de subvention. C'est loin d'être négligeable, en tout cas presque la moitié. Oui, on peut avoir jusqu'à 60% environ de subvention. Ce qui est sûr, c'est que autant de vœux auxquels on a assisté, toutes les communes aujourd'hui sont dans l'objectif d'équiper de vidéoprotection. Ce qui est très bien, parce qu'en fait, si une commune s'équipe d'une vidéoprotection, obligatoirement, les nuisances qui vont être perturbées, elles vont se déplacer ailleurs. Donc en fait, si toutes les communes s'équipent en même temps, et c'est a priori c'est vraiment l'objectif prioritaire en ce moment des communes, ben c'est une bonne chose. Et il faut prendre le train. Bon, et je pense effectivement que le taux de subvention ne pourrait que s'améliorer dans le temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense aussi que c'est vraiment dans les entrées et sorties principales de Viarmes en priorité, parce que ça permettrait peut-être. Je vois là le cas qu'il y a eu dans ma rue là, il y a un mois, peut-être maintenant. On sait qu'ils sont arrivés par la ville de Royan. Bon, je ne dis pas qu'on aurait retracé ces gens-là. En milieu de matinée, vers 13h. Ils sont revenus la semaine d'après. Hein. Je sais, je suis passé à ce moment-là. Ils sont revenus la semaine d'après. Nous avons fait un relevé avec la police municipale, 10 points spécifiques où il faut mettre en surveillance. Avec des caméras tournantes, vous savez. Et il y a un moyen. C'est ça, oui. 10 points, 10 sites avec caméras sur une grande. Voilà, pour avoir une ensemble sur comme ça. Et on a vu ça avec la police municipale, on a fait un circuit, donc on a déjà ce premier projet, plus le deuxième projet demain à 14h. On va voir comment ça fonctionne. Tout ça. On est dessus, quoi. C'est indispensable. Daniel, si tu dis que en fait, plusieurs communes sont en réflexion, et en tout cas sont en projet, il y a moyen en fait de faire... Plus qu'en réflexion. Il y a moyen de faire un projet commun ou pas, non? Pardon? Il y a moyen de faire un projet commun, c'est-à-dire que chaque commune réfléchit à ses besoins et après de mutualiser les besoins. On en parle en communauté de communes. C'est bien, parce qu'après, même pour l'entretien et tout ça... On a eu une réunion au mois de décembre à Vilaine, qui a été moteur là-dessus, sur tout ce qu'on pouvait mettre en commun pour améliorer ces sujets-là. Et c'est certain que là, on est au début de la réflexion. Mais on n'est pas en avance. Hein. Il y a ces communes, d'autres sont plus en avance que nous. On est un peu seul.
La réflexion, elle va beaucoup plus loin. Montsou est en avance. La réflexion va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, si on s'équipe en vidéoprotection, ça veut dire en fait que nous allons avoir des caméras installées à des points fixes, avec des caméras qui vont prendre un champ. Voilà. Si dans certaines communautés de communes ou communautés d'agglomération, ils ont installé des caméras, mais avec des opérateurs derrière les écrans dans une salle centralisée. Et à ce moment-là, les écrans, elles sont mobiles, et s'il y a une perturbation quelque part, l'opérateur est à même de modifier, voilà. Bon, mais ça, une commune toute seule comme Garnes, elle ne peut pas faire. Je dirais qu'à la limite, même la communauté de communes de Carnel, elle est limite, parce que juridiquement, il faut quelqu'un en permanence derrière les écrans. C'est limite. Ça se fait dans des communautés d'agglomération, très urbaines, etc. C'est top. Nous, bon, avec les moyens qu'on a, ça sera difficile de faire autre chose que des points fixes. Et les enregistrements. C'est enregistré, et après c'est la gendarmerie qui a accès, dit non, aux bandes. Mais. Parce qu'en plus, on a la zone là, qui va arriver derrière. Comment? On a la zone de l'Orne qui va arriver derrière. Oui, ça c'est des choses qu'on doit maintenant intégrer dès l'origine. Bien sûr. Ok. Par rapport à la création du parking sur la rue Noire, en fait, c'était pour approximativement combien de places sont prévues sur ce parking? Ça peut être de l'ordre d'une vingtaine. Aujourd'hui. Et l'objectif terminal, c'est de faire du stationnement pour les résidents? Non, c'est d'avoir un lieu de dépôt pour une entrée de l'école. On modifierait l'emplacement de l'entrée de l'école. Ils pourraient rentrer par cette partie-là dans l'école. Les gens pourraient déposer leurs enfants ici. On pourrait avoir des places fixes ou même. Oui, une vingtaine, oui. Ouais, on pourrait avoir Ah oui, il y aurait une vingtaine de places, plus un contournement qu'il faut que les gens déposent les enfants et récupèrent les enfants. Par la rue Noire? Par la rue Noire. Parce que c'est un peu par le matin. Non, ça va. Il y a un débouché sur l'autre derrière. C'est déjà par la rue Noire, les gens pour aller à l'école? Bien sûr. Oui. Ouais, mais bon, si les gens peuvent faire le tour à partir de l'autre sens, ça va un peu sauter à un moment donné. Ça bloque le sens. Mais le projet n'est pas fisté non plus, et on peut aussi envisager une voie traversante. C'est réfléchi. Parce que du coup, on va avoir 20 véhicules supplémentaires de place supplémentaires. On va avoir 20 véhicules supplémentaires qui à tout moment peuvent repartir alors que les autres arrivent. Alors que là, à l'heure actuelle, le flot, malgré que ce soit bien enquiquinant, le flot est continu, les gens y passent. Oui, je comprends. Donc, ça va être problématique après pour la. Il n'y a pas de décision de prise, et il y aura une étude qui sera faite. Et c'est vrai qu'on a besoin de stationnement, pas uniquement pour l'école, sinon ça peut être aussi bien pour le marché, ça peut être parce que c'est très proche quand même. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion. C'est en plein cœur de ville. Il y a une réflexion qui est menée. Et il y a les espaces c'est suffisants. Très proche pour les gens qui se déplacent normalement. Il y a les espaces suffisants. Il y a quand même suffisants. des gens qui se déplacent facilement et qui pourraient laisser des places là pour les gens qui se déplacent moins facilement. Oui, puis c'est un peu de civilité. Vous savez, voilà. Quand on dit que le parking de la rue Noire, il est peut-être loin du marché, etc. Ça, c'est un faux problème, ça. Parce que quand vous allez dans une grande surface et que vous vous garez à l'extrémité du parking, vous traversez tout le parking pour aller au centre commercial. Il y a largement plus de distance. Sauf que pour les grandes surfaces, les personnes qui ont du mal à se déplacer, elles ont un caddie pour se tenir. Ah oui, mais attendez. C'est un exemple. Non, mais le problème, maintenant, très sincèrement, par rapport à ce qu'on observe tous les jours, la majorité des personnes cherchent à être le plus près possible. Même les gens qui marchent très bien. Tout à fait, c'est pour ça que je vous dis. Et de déposer leur enfant presque à la porte de l'école. On crée un point de dessert de l'école au niveau de la partie qui est douce de l'école. Et du coup, les enfants, il y aura une entrée. Ah, c'est pas, je ne sais pas si on maintient. On réfléchit à une On a maintenant les terrains nous appartiennent. Voilà, on réfléchit à une. Donc on a plusieurs projets qui seront travaillés en commission de travail. Il y aura des commissions. Par rapport à ma profession, peut-être devriez-vous en parler avec le directeur de l'école par rapport à ça, parce que. Mais quand on est allé, on l'a vu. On cause avec lui. On le voit. Il était avec nous. Il était avec nous quand on est allé sur le terrain. Il va y avoir 3 accès. Ah non, on n'a pas dit 3 enfants. Non, on n'a pas dit ça. On en supprime. Pour l'instant, on a le foncier et il y a des commissions, grands travaux,
qui examineront des possibilités. Et M. Robillard était avec nous. On est là pour poser des questions. Bien sûr, oui. Mais M. Robillard était là. La partie technique, là on voit l'aspect intégré dans un budget, mais la partie travaux, il y aura plusieurs projets, comme partout, et on décidera celui qui nous paraît le mieux, avec des gens dont c'est le métier du pauvre. Voilà. Les autres dépenses de la section d'investissement sont le remboursement de la dette en capital. L'encours de la dette sera de 400 000 €, 399 000 € au 31 décembre en fin d'année, ce qui correspond, Olivier nous le disait tout à l'heure, à un endettement par habitant de 75 € environ. Et on vous précise que l'encours total de la dette au 31/12/2013, avec les informations qu'on a, par rapport à la moyenne de la strate par habitant, est de 1116 €. Donc vous pouvez voir comme la façon dont on se situe par rapport à 1116 € avec 75 € par habitant. Concernant les recettes de subventions restant à percevoir, ont été reportées en reste à réaliser au budget le produit de la vente des terrains du Grand Fréchot, qui sera à prévoir dans le cadre de la construction des 23 maisons sociales. Les subventions régionales et départementales d'investissement seront réajustées en fonction des dépenses inscrites. Concernant la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, fusion de la dotation globale d'équipement et de la dotation de développement rural, des dossiers de demande de subvention seront déposés en fonction des opérations éligibles à cette dotation. À ce jour, aucune recette, par prudence, n'est inscrite dans la construction budgétaire. Les autres recettes d'investissement sont constituées par l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 à hauteur du besoin d'autofinancement dégagé en compte administratif, le fonds de compensation de TVA et la taxe d'aménagement. L'équilibre budgétaire de la section se fera par l'autofinancement dégagé en section de fonctionnement, si tel est le cas, et viré en section d'investissement en recettes, en fonction des décisions prises. Alors, on vous a fait un petit rappel. Depuis plusieurs années, les budgets induisent l'inscription d'un emprunt, comme ils induisent l'inscription d'une ligne de trésorerie, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Pour information, seul en 2012, on a sollicité partiellement l'emprunt qu'on avait mis de 770 000 à hauteur de 470 000. Très probablement, cette année encore, l'inscription d'un emprunt sera nécessaire pour couvrir les dépenses d'investissement envisagées, qu'on réalisera ou qu'on ne réalisera pas, suivant le besoin de trésorerie et le planning de réalisation des opérations. Voilà, pour ce qui est du budget principal. On vous rappelle, pour ce qui est du budget annexe eau potable, les résultats, donc même technique, les résultats dégagés au compte administratif 2014 sont repris en budget 2015. Les dépenses de fonctionnement sont constituées d'une provision budgétaire dans le cadre du renouvellement des délégations de services publics, des intérêts de l'emprunt contractés en 2012 dans le cadre du marché de remise aux normes des branchements plomb, principalement sur la partie centre-ville, du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour l'équilibre de celui-ci. L'équilibre budgétaire est inscrit en compte honoraire 622. Les recettes de fonctionnement sont constituées principalement par le produit de la taxe communale sur la distribution de l'eau potable, votée en mai 2011, et du report de l'excédent de fonctionnement 2014. En investissement, la maîtrise d'œuvre relative aux travaux de mise aux normes des branchements plomb sur le réseau public de distribution eau potable a été soldée début 2014. Les dépenses sont le remboursement en capital du prêt, le remboursement en capital de l'aide financière versée par l'Agence de l'eau dans le cadre du marché de mise aux normes des branchements plomb sur le réseau public de distribution d'eau potable. Le montant de cette avance a été de 77 043 remboursables sur 15 années au même titre qu'un emprunt, à préciser que l'avance ne produit pas d'intérêt. Les recettes d'investissement sont constituées du virement de la section de fonctionnement et de l'excédent cumulé d'investissement au 31/12/2014. Alors, une étude initiée par le CIECAO est en cours dans le cadre du projet de transfert donc, de cette compétence eau potable.
s'il vous plaît. Voilà. Vous allez passer vite, là, je reviens sur les 23 maisons. Là. Sur les, pardon. Sur les 23 maisons, la page 8. Oui. Concernant les terrains mis en vente, est-ce que toutes les procédures sont finies? Elles sont pas encore. Elles ne sont pas finies. La réponse est non. C'est pour savoir, c'est comme vous anticipez en disant qu'on va bientôt démarrer les travaux. Ah bah oui. Ma question est simple. Ah bah ça sous-entend que les... Bien sûr. Bien sûr. Mais là, on est, encore une fois, on n'est pas dans... On est dans la... Il faut bien qu'on l'intègre dans un budget. Tout à fait, Après on n'est pas au bout complètement de la procédure. D'accord. Voilà. Moi, je remercie Véronique pour la précision de la qualité de la note. Donc, on a pris acte, on prend acte de ce qu'on s'est dit. Il est 22h15, on prend acte de tout ce qu'on s'est dit, qui sera la base du budget, qu'on travaillera en commission finance et qui sera présenté, je ne sais plus quand, le 9 avril. Et la commission finance, c'est le 26 mars. Ouais. Voilà. Le point suivant, point 2, Olivier, si tu... Détermination d'indemnité des conseillers municipaux délégués. Il est rappelé qu'au terme de l'article L. 2123-17 du Code général des collectivités territoriales, les fonctions conseillers municipaux sont gratuites. Cependant, en vertu de l'article L. 2123-20 du CGCT, les conseillers municipaux peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction dans le cadre de l'exercice effectif de leurs fonctions. En aucun cas, cette indemnité n'a le caractère d'une rémunération et par voie de conséquence ne peut être assimilée à un traitement. Les montants maximaux des indemnités de fonction perçues à raison de l'exercice effectif des fonctions du maire et des adjoints sont fixés à l'article L. 2123, alinéa 23 du CGCT. Il est proposé au conseil municipal de fixer à compter du 1er mars 2015, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonction versées mensuellement pour 2 conseillers municipaux ayant une nouvelle délégation, étant entendu que les crédits nécessaires seront inscrits au budget municipal 2015. Suite à la démission d'un conseiller municipal, les délégations qui lui avaient été données sont de fait supprimées. Par conséquent, M. le maire délègue, pour exercer sous sa surveillance et sa responsabilité, en ses lieux et places et concurremment avec lui, à Mme Sarah Béag, conseillère municipale déléguée, les fonctions suivantes. Suivi de tous les dossiers relatifs à la mise en valeur de notre environnement, ainsi que les travaux de réhabilitation et mise en valeur du patrimoine historique et culturel. Gestion des illuminations de fin d'année. À M. Gérard Allard, conseiller municipal délégué, les fonctions suivantes. Gestion du patrimoine arboré, étude des circuits touristiques en relation avec le PNR, gestion et du fleurissement de la ville. Le calcul de l'indemnité mensuelle pour ces conseillers municipaux est effectué de la façon suivante, sur la base de 4% de l'indice brut 1015 de l'échelle indiciaire de la fonction publique en application de l'article L. 2123 alinéa 24 du CGCT, valeur de référence prise en compte en 2015, 3801,5.